Mon meilleur ami, Karim, m'a écrit, tu dois voir cette vidéo. Ça concerne ta femme. Je lui ai demandé de me l'envoyer. Sur l'enregistrement, on la voyait avec mon patron dans un hôtel. Je n'ai pas cherché à m'expliquer avec elle, j'ai simplement transféré le fichier aux ressources humaines et à ses parents. Tout a commencé par un message reçu sur mon téléphone un jeudi après-midi. Mon pote, j'ai une vidéo que tu dois absolument voir. C'est au sujet de Chloé. Ce n'était pas le genre de message que l'on prend à la légère. Karim n'est pas du genre à exagérer ou à créer des drames sans fondement. Nous sommes amis depuis nos années à l'université de Lyon. J'ai été son témoin de mariage, il a été le mien. S'il m'écrivait une chose pareille, c'est que c'était sérieux. Je lui ai répondu sans détour, envoie. La vidéo durait 38 secondes. 38. C'est tout ce qu'il a fallu pour détruire 9 ans de relation et 6 ans de mariage. L'enregistrement avait été fait depuis l'autre côté du hall d'un hôtel du quartier de la Pardieu. On y voyait clairement ma femme, Chloé, entrer au bras d'un homme que j'ai reconnu instantanément, mon patron, Monsieur Dubois. Le directeur régional. Celui-là même qui m'avait promu 2 fois, qui avait assisté à notre mariage, qui me serrait la main chaque lundi avec un sourire large et assuré. Il riait. Elle se penchait vers lui de cette manière qu'elle me réservait autrefois. Ensuite, ils sont entrés ensemble dans l'ascenseur. Les portes se sont refermées. Fin de la vidéo. Je l'ai regardé encore et encore, lecture, pause, lecture, pause. Ce rire, le sien, le vrai. La façon dont sa main reposait sur son bras, comme si elle y avait sa place. 6 ans de mariage réduit à 38 secondes. J'ai appelé Karim immédiatement. D'où ça sort? Il m'a expliqué que sa cousine, Sophia, travaillait à la réception de cet hôtel. Elle les avait vus s'enregistrer ensemble la veille. Elle avait reconnu Chloé grâce aux photos de notre mariage qu'il avait sur ses réseaux sociaux. Elle leur avait remis une seule carte magnétique. Une chambre, une nuit. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une confusion. Je suis resté assis, à fixer mon téléphone pendant plusieurs minutes, sans penser à rien de concret, juste en train d'assimiler. Je n'ai jamais été un type conflictuel. Je ne crie pas, je ne casse pas d'objets, je n'exige pas d'explications en haussant le ton. Je réfléchis, j'analyse, je prends des décisions, puis j'agis. En moins de 20 minutes, j'ai pris 3 décisions. La première a été les ressources humaines. Mon entreprise a une politique très stricte concernant les relations entre supérieurs hiérarchiques et le personnel sous leur supervision. C'est dans le règlement intérieur, toute liaison doit être déclarée immédiatement. Ne pas le faire est un motif de licenciement pour faute grave. Mon patron avait pris des décisions concernant mon salaire, mes promotions et mes projets pendant qu'il entretenait une relation avec ma femme. J'ai transféré la vidéo à la directrice des RH, Madame Leclerc, avec un message bref et direct. Je considère que ce document démontre un conflit d'intérêts et une possible violation du code de conduite. La femme est mon épouse. L'homme est mon supérieur direct. Je demande une enquête immédiate et un changement temporaire de ma ligne hiérarchique. La deuxième décision concernait mes beaux-parents. Ils sont très traditionnels, l'église chaque dimanche, le dîner de famille hebdomadaire. Ils ont toujours été corrects avec moi, bien qu'un peu distants. Je soupçonne qu'ils auraient préféré que leur fille épouse quelqu'un de plus aisé, mais ils avaient fini par m'accepter. J'ai envoyé la vidéo à ma belle-mère avec une seule phrase, « Je pense que vous devriez voir ceci avant que la procédure de divorce ne soit engagée demain. » La troisième décision a été un avocat. J'ai appelé un avocat spécialisé en droit de la famille, recommandé par un collègue. J'ai laissé un message expliquant la situation et j'ai demandé une consultation en urgence pour la première heure le lendemain. Après cela, je suis retourné à mon poste. J'ai terminé mon projet, répondu à mes courriels, et assisté à une réunion à 15 heures où mon patron a présenté les chiffres trimestriels. Il m'a souri 2 fois. Je lui ai rendu son sourire. Quand je suis rentré à notre appartement de Villeurbanne à 18h30, Chloé était déjà là. Une soirée normale. Elle préparait une quiche et une salade. L'odeur de la cuisson emplissait la cuisine. « Salut mon amour », m'a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. « Comment s'est passée ta journée ? » « Bien. » « Et la tienne ? » « Agitée. » Nous avons dîné ensemble, regardé un peu la télévision. Elle est allée se coucher vers 22h.
Je suis resté éveillé pour travailler. À 23 heures, les conséquences avaient déjà commencé à se mettre en mouvement. Ma belle-mère avait appelé son mari, ils avaient regardé la vidéo ensemble. Elle a essayé d'appeler Chloé 6 fois. Tous les appels sont restés sans réponse car le téléphone était en silencieux, mais je voyais l'écran s'illuminer encore et encore depuis l'autre bout du salon. La directrice des RH a répondu à mon courriel, nous traitons cette affaire en priorité. Présentez-vous à mon bureau demain à la 1re heure. N'en discutez pas avec votre supérieur. L'avocat, Maître Bernard, a confirmé le rendez-vous pour 7 heures du matin. J'ai dormi sur le canapé. Quand Chloé a trouvé à son réveil, je lui ai dit que je m'étais endormi devant la télévision. Elle est partie travailler à 8 heures. Je suis sorti à 6h45. Les pièces du puzzle commençaient déjà à s'assembler. Elle ne le savait pas encore. 4 jours plus tard, tout avait explosé. Vendredi, 7 heures du matin. Rendez-vous avec l'avocat. Il a été direct et clair, en France, l'adultère est considéré comme une faute et peut influencer l'attribution de dommages et intérêts ou le montant de la prestation compensatoire, même si la division des biens acquis durant le mariage reste en principe égalitaire. Il m'a dit de tout lui raconter, de ne pas quitter le domicile conjugal, de ne rien cacher. Jouer franc jeu. Il a préparé les documents initiaux. La requête en divorce serait déposée lundi si je ne changeais pas d'avis. À 8h30, réunion avec les ressources humaines. Madame Leclerc semblait mal à l'aise. Nous avons examiné la vidéo et confirmé l'identité des 2 personnes. Nous avons également obtenu les registres de l'hôtel. Ce n'était pas un incident isolé. Il y a de multiples réservations facturées sur la carte de société de votre supérieur. Multiples? Pas une seule fois. Ils l'ont mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Je passerai temporairement sous les ordres de son propre supérieur. Je dois vous poser une question, a-t-elle dit. Le saviez-vous avant de nous envoyer la vidéo? Non. La cousine d'un ami travaille à l'hôtel. Elle a reconnu ma femme. Elle a hoché la tête. Je suis navré que vous ayez appris cela de cette manière. Moi aussi. À 10h est arrivé le premier message de Chloé, ma mère n'arrête pas de m'appeler. Tu sais ce qui se passe. Je lui ai répondu, tu devrais la rappeler. Il s'est passé quelque chose? Appelle-la, c'est tout. À midi, tout avait explosé. Elle m'a appelé à 12h47, en pleurs, hors d'elle. C'est toi qui as envoyé cette vidéo à mes parents? Comment as-tu pu me faire ça? J'ai pris une grande inspiration. Comment j'ai pu? C'est ça que tu me demandes? Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Tu es entré dans un hôtel avec mon patron à plusieurs reprises. Quelle explication rendrait cela acceptable? C'est juste arrivé. J'étais malheureuse. Tu étais très distant ces derniers temps. J'étais distant parce que je travaillais 60 heures par semaine pour un homme qui avait une liaison avec ma femme. Silence. Ça s'arrête là, ai-je dit. Lundi, je dépose la requête en divorce. Et pour la première fois depuis que j'avais reçu ce message, j'ai su qu'il n'y avait plus rien d'autre à planifier. Elle est rentrée à l'appartement plus tôt que d'habitude. Beaucoup plus tôt. Il était près de 14 heures. Quand elle a ouvert la porte brusquement, j'étais déjà là. J'avais pris ma journée exprès, je savais que ce moment allait arriver. Il faut qu'on parle de ça, a-t-elle dit sans même un bonjour. Je n'ai pas répondu. Nous n'avons plus rien à nous dire. Ça l'a déconcerté. Tu ne peux pas mettre fin à 6 ans de mariage pour une seule erreur. Une seule erreur? Elle répétait cette phrase comme si le simple fait de la prononcer pouvait la rendre vraie. Les ressources humaines ont une autre version, lui ai-je répondu. Il y a de multiples réservations d'hôtels enregistrées. Son visage a changé. Juste une seconde. Ce fut suffisant. Je l'avais piégé. C'était des dîners d'affaires, a-t-elle tenté, de longues réunions. Des dîners d'affaires qui nécessitaient des chambres d'hôtel, ai-je demandé. Essaie encore. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a baissé la voix. On ne s'est pas toujours arrêté à. Je ne veux pas de détails, les jeux coupés. Je veux le divorce. C'est là qu'est apparu le vrai problème, son sentiment que tout lui était dû. Tu ne peux pas simplement partir, a-t-elle dit.
Nous avons une vie ensemble, l'appartement, nos amis, tout ce que nous avons construit. Tu aurais dû y penser avant d'avoir une relation avec mon patron. Son expression s'est durcie. C'est lui qui est venu me chercher. J'étais vulnérable. Tu me négligeais depuis des mois. Donc ta réponse au sentiment d'être ignoré a été de me tromper au lieu de m'en parler? J'ai essayé de t'en parler. Tu n'écoutes jamais. Quand as-tu essayé de me parler du fait que tu étais malheureuse? Silence. Parce qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle avait simplement trouvé quelqu'un d'autre. Cela confirmait tout. Au milieu de la dispute, son téléphone a sonné. C'était sa mère. Elle a décroché sans quitter la pièce, et j'ai pu entendre les cris à travers le haut-parleur. Son père, selon elle, avait exigé qu'elle rentre immédiatement chez eux pour s'expliquer. Sa petite sœur, l'intouchable, la favorite qui ne faisait jamais rien de mal, avait vu la vidéo et était dévastée. Quand elle a raccroché, elle s'est retournée contre moi avec fureur. « Tu as ruiné ma relation avec ma famille. » « Non, lui ai-je dit calmement. Tu as ruiné ta relation avec ta famille. Je me suis juste assuré qu'ils sachent à qui ils avaient affaire. » Cette nuit-là, elle a dormi dans un hôtel. Ironique, tout bien considéré. Lundi matin, j'ai officiellement déposé la requête en divorce. Ce même jour, mon patron a été licencié pour faute grave, en raison de la violation des politiques internes et d'une conduite professionnelle inappropriée. L'enquête a déterminé qu'il avait utilisé les ressources de l'entreprise pour entretenir sa liaison, carte de société pour les hôtels, notes de frais déclarées comme des réunions avec des clients qui étaient en réalité des rendez-vous avec ma femme. Maintenant, il menace de contester son licenciement au prud'homme. Je lui souhaite bien du courage. Chloé a déjà engagé une avocate. Elle réclame l'appartement, la moitié de mon plan d'épargne retraite et une prestation compensatoire, affirmant qu'elle a sacrifié son développement professionnel pour le mariage. C'est faux. Elle travaillait à temps partiel par choix, je ne le lui ai jamais demandé. Ça va être une longue bataille. Mise à jour 2. 2 semaines plus tard, le niveau d'effronterie a dépassé toutes mes attentes. D'abord, elle a décidé de revenir à l'appartement. Apparemment, son avocate lui a recommandé de ne pas abandonner le domicile conjugal si elle avait l'intention de le réclamer lors de la procédure. Donc maintenant, nous vivons ensemble tout en étant en instance de divorce. Une situation merveilleuse. Elle dort dans la chambre d'amis, je suis resté dans la chambre principale. Pour toute affaire sérieuse, nous communiquons par le biais de nos avocats. Pour le quotidien, nous faisons preuve d'une courtoisie froide et mécanique. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter là. Premier coup bas, la fausse déclaration. Mardi dernier, 2 agents de la police nationale se sont présentés à la porte. Quelqu'un avait signalé un différend familial. Soi-disant, il y avait des cris et des bruits de violence. Les agents ont été corrects, mais clairement sceptiques en trouvant un calme plat. Je leur ai expliqué que nous étions en instance de divorce. Ils ont pris une main courante et sont partis. J'ai une caméra de surveillance à l'entrée. J'ai vérifié les enregistrements, il n'y a pas eu de cris, pas de perturbation, absolument rien. Je les ai envoyés à mon avocat. Cela a été versé au dossier comme une possible tentative de harcèlement. Deuxième coup bas, la destruction de réputation. Chloé a parlé à nos amis communs. Elle diffuse une version dans laquelle je suis un partenaire distant et contrôlant, et où elle a dû chercher du réconfort ailleurs. Elle ne nie pas l'infidélité, ce serait absurde, trop de personnes ont vu la vidéo. Mais elle se présente comme une victime. Certains amis m'ont appelé, confus. J'ai été direct, elle m'a trompé, j'ai demandé le divorce. C'est tout. Je ne vais pas jouer au jeu de celui qui salira le plus l'autre. Malgré tout, j'ai perdu quelques amitiés, des personnes qui l'ont cru ou qui ont choisi de rester neutres, ce qui en pratique signifie prendre son parti. Ça fait mal, mais ça clarifie aussi qui était vraiment de mon côté. Troisième coup bas, le gel financier. Elle a obtenu du juge aux affaires familiales une ordonnance sur les mesures provisoires qui incluaient le gel de nos comptes bancaires joints. Son argument était que je pourrais tout vider et la laisser sans rien. La projection à son paroxysme. Mon avocat a réussi à faire modifier l'ordonnance, maintenant, aucun de nous deux ne peut faire de retraits importants sans autorisation judiciaire. Pour moi, c'est très bien. Ça ne fait que commencer, mais je n'ai plus aucun doute sur la personne à qui j'ai affaire.
Je n'avais absolument rien à cacher. Et c'est justement là que tout est devenu intéressant. Pendant la phase de communication des pièces financières du divorce, l'avocate de Chloé a demandé mes relevés bancaires, mes comptes épargne, absolument tout. Rien de plus normal. Mon avocat a fait de même. C'est alors qu'est apparue une chose que j'ignorais, un compte d'épargne personnel que ses parents lui avaient ouvert des années auparavant. Avoir ce compte n'était en soi ni illégal ni incorrect. Le problème était autre, pendant plusieurs mois, elle avait versé de l'argent sur ce compte en utilisant des fonds provenant de notre budget commun. De petites sommes, 100 € par-ci, 2 cents par-là. Rien qui n'attire l'attention immédiatement, mais qui, cumulé, atteignait près de 4000 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était de l'argent de la communauté non déclarée. Son avocate a tenté d'argumenter qu'il s'agissait d'un bien propre, puisque le compte avait été créé par ses parents. Le mien a prouvé que les dépôts récents provenaient directement de notre compte joint. Le juge a très mal pris cette dissimulation. Il a ordonné la divulgation complète de tous les comptes et a laissé un avertissement clair, tout autre actif dissimulé influencerait négativement le partage final. Elle est sortie du tribunal furieuse. Elle m'a accusé de l'avoir humiliée publiquement. Je n'ai pensé qu'à une chose, je ne l'ai pas forcée à cacher de l'argent ni à mentir à ce sujet. Pendant que tout cela se produisait, ma situation professionnelle explosait également sur un autre front. Mon ex-patron, car à ce moment-là il l'était déjà, ne gérait pas bien son licenciement. La semaine suivante, il est apparu sans prévenir à mon bureau. La sécurité l'a arrêté à l'entrée, on lui avait interdit l'accès, mais il a tout de même réussi à faire un scandale, criant que j'avais ruiné sa carrière. La police a été appelée. Il est parti. J'ai déposé un rapport officiel. Mon avocat était ravi. Chaque comportement incontrôlé de sa part ne faisait que renforcer ma position légale. Peu après, sa femme a également tout découvert. Ils sont en instance de divorce. Elle m'a écrit sur les réseaux sociaux, non pas pour se défouler ni pour créer un lien, mais simplement pour me dire, je suis désolé que cela nous soit arrivé à tous les deux. Elle m'a raconté que ce n'était pas la première fois. 3 ans auparavant, il avait eu une relation similaire avec une autre subordonnée mariée. À l'époque, cette femme avait décidé de ne rien dénoncer. Sa femme lui avait pardonné. Pas cette fois. J'ai écrit à mon meilleur ami, Karim, tu te souviens quand j'hésitais à envoyer cette vidéo? Sa réponse a été immédiate, on est là les uns pour les autres, mon frère. Il avait raison. 6 semaines après avoir déposé la requête, le divorce a été prononcé. Cela a pris plus de temps que prévu parce qu'elle a contesté chaque point possible, mais à la fin, c'était terminé. L'appartement a été vendu. Aucun de nous deux ne pouvait racheter la part de l'autre et, honnêtement, aucun ne voulait continuer à y vivre. Une fois le prêt immobilier remboursé, nous avons divisé la plus-value presque à parts égales. Elle a reçu un peu plus car le juge a pris en compte sa plus faible capacité de revenus pendant le mariage. Je suis reparti avec environ 80 000 €. Les plans d'épargne retraite ont été divisés à 50-50. J'ai perdu près de 110 000 € de mon épargne. 20 ans d'économies envolées en quelques secondes. Ça a fait mal. La prestation compensatoire a été fixée à 3 ans, à hauteur de 1 300 € par mois. Son avocate demandait 5 ans pour 2 000 €. La mienne a argumenté qu'elle pouvait travailler à temps plein et qu'elle avait été volontairement sous-employée. Le juge a trouvé un juste milieu. Ce n'était pas l'idéal, mais ça aurait pu être pire. Les biens personnels ont été répartis sans trop de disputes. J'ai gardé ma voiture, mes outils et mes appareils électroniques. Elle a gardé ses bijoux, ses meubles, et sa voiture. Discuter de qui avait acheté quoi ne valait pas les frais d'avocat supplémentaires. Le coup le plus dur a été le chien. Nous l'avions adopté ensemble il y a 5 ans. Elle s'est battue pour le garder, affirmant qu'elle était celle qui s'en occupait le plus puisqu'elle travaillait à temps partiel. Le juge a tranché en sa faveur. J'ai pleuré dans ma voiture après cette audience. C'était la première fois que je pleurais de toute la procédure. Au total, le divorce m'a coûté environ 20 000 € en frais de justice, la moitié de mon épargne retraite et plus de 46 000 € en prestations compensatoires. Une leçon très chère, mais aussi une libération. Les conséquences pour elle n'ont pas été moindres. Ses parents ne lui parlent plus depuis des semaines. Sa mère m'appelle de temps en temps pour s'excuser pour le comportement de sa fille et me demander comment je vais. C'est gênant, mais sincère.
Ce sont de bonnes personnes qui ont élevé quelqu'un qui a pris de mauvaises décisions. Beaucoup de ses amis se sont éloignés quand toute l'histoire a été révélée. Le récit du mari émotionnellement distant ne tient pas la route quand on sait qu'elle a eu une liaison avec son patron pendant 8 mois. Mon ex-patron a été pratiquement mis au ban de l'industrie. La raison de son licenciement s'est su. Les entreprises n'ont pas l'habitude d'embaucher des cadres qui ont des relations inappropriées avec le personnel, les conjoints des employés, et qui facturent ces rencontres sur la carte de l'entreprise. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait dans une entreprise beaucoup plus petite et gagnait beaucoup moins. Sa femme l'a laissé sans rien lors du divorce. Ça m'a semblé juste. Moi, de mon côté, je loue un appartement modeste. Il est plus petit que l'ancien, mais il est à moi. Il n'y a pas de souvenir d'elle dans chaque coin. Le travail s'est amélioré. Mon nouveau supérieur est direct, professionnel, sans dynamiques étranges. La promotion que j'attendais depuis un moment est arrivée la semaine dernière. Apparemment, l'enquête interne a révélé que mon ex-patron m'avait bloqué pour ne pas risquer de compromettre sa situation. L'augmentation de salaire couvre presque la prestation compensatoire mensuelle. Presque. Des rendez-vous? Pas encore. Mon psychologue insiste sur le fait que j'ai besoin de tout assimiler avant de commencer quelque chose de nouveau. Il a raison. Les problèmes de confiance sont réels. Le week-end dernier, Karim est venu avec des pizzas et des bières. Nous avons joué aux jeux vidéo jusqu'à 2 heures du matin, comme à l'université. À un moment donné, il a dit, tout ça a commencé parce que ma cousine a reconnu Chloé dans un hôtel. Je lui ai demandé de la remercier. Je préfère la vérité à vivre dans le mensonge. De tout cela, j'ai appris plusieurs choses. Il faut prêter attention aux petits détails. En y repensant, les signes étaient là, le téléphone toujours face cachée, les sorties nocturnes de plus en plus fréquentes, la distance pendant l'intimité. Je justifiais cela comme une usure normale. Ça ne l'était pas. Tout documenté a été crucial, la vidéo, les registres de l'hôtel, les notes de frais. Sans preuve, ça aurait été simplement parole contre parole. J'ai aussi compris qu'il ne s'agit pas de gagner un divorce. Certains m'ont dit de me battre pour tout, de faire durer les choses éternellement. Les seuls qui y gagnent sont les avocats. Je me suis battu pour ce qui était juste, j'ai accepté ce qui était raisonnable et je m'en suis sorti aussi proprement que possible. La colère s'éteint doucement. Les premières semaines, je vivais à l'adrénaline et à la rage. Maintenant, il reste de la fatigue, de la tristesse et du soulagement. 6 ans se sont envolés, mais la relation était brisée bien avant que je ne découvre la situation. Au moins maintenant, je sais pourquoi. Hier, mon ex-femme m'a écrit. Premier contact direct depuis que tout s'est terminé. Elle a dit qu'elle savait que je la détestais probablement, qu'elle n'attendait pas de pardon, mais qu'elle avait besoin de dire qu'elle était désolée. J'ai lu le message 3 fois. Je n'ai pas répondu. Il y a des excuses qui arrivent trop tard. Des ponts qui, une fois brûlés, le restent. Je suis en paix avec ça. Pour ceux qui se demandent si je regrette d'avoir envoyé la vidéo aux ressources humaines et à ses parents au lieu de la confronter en privé, non, pas une seule seconde. Elle a eu des mois pour dire la vérité. Elle a choisi de mentir. Je l'ai juste laissé affronter les conséquences. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la réalité. Maintenant, il faut en construire une nouvelle. Commentaire, je voulais partager quelques pensées avec vous après avoir publié cette vidéo. Choisir de s'éloigner d'une situation où l'on n'est plus respecté est l'une des décisions les plus difficiles, mais nécessaires dans la vie. Poser des limites claires ne relève pas de la vengeance, mais d'un profond instinct de survie émotionnelle et de dignité. Il est souvent préférable de préserver sa propre paix intérieure plutôt que de s'épuiser dans des conflits interminables. La guérison prend du temps et demande beaucoup de patience envers soi-même. Vous avez toujours le droit de reconstruire votre réalité sur des bases saines et honnêtes. Affronter la vérité fait mal sur le moment, mais c'est le seul chemin qui mène à une véritable libération. Gardez votre cœur ouvert à la bienveillance tout en restant ferme sur vos valeurs fondamentales. Je vous invite à toujours privilégier le respect mutuel dans vos relations. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais votre propre valeur. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.